Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo est depuis hier samedi à Monrovia, la capitale du Libéria, en vue de prendre part à une réunion des parlements membres de l'Union du fleuve Mano, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre les États de cette organisation sous-régionale. Nous irons ensuite à Alger, en Algérie, où la Côte d'Ivoire était représentée par son ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, à la 44e Assemblée Générale de Shelter Afrique, une assemblée générale dédiée à la promotion du logement durable en Afrique. Des échos de sa participation à ce rendez-vous international dans ce 20h. À suivre également dans cette édition un focus sur Berry Madeleine Fatim, une autodidacte âgée de 26 ans. Depuis son petit atelier situé dans le quartier des Deux Plateaux, Fatim vit sa passion, confectionner à la main des sacs ornés de perles. Une passion pour la créativité aujourd'hui transformée en véritable activité. Nos reporters Marina Manzan et Sephora Zegui nous feront connaître son histoire. Et puis dans l'actualité internationale, au Japon, la coalition gouvernementale du Premier ministre Shigeru Ishiba, composée du Parti libéral-démocrate et de son allié centriste Komeito, a perdu sa majorité absolue à la Chambre haute du Parlement lors des élections sénatoriales qui se sont déroulées ce dimanche 20 juillet. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Nous lisions à l'instant, à l'entame de cette édition, dans les titres, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est à Monrovia, la capitale du Libéria, depuis hier samedi, en vue de prendre part à une réunion des parlements membres de l'Union du fleuve Mano, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre les États de cette organisation sous-régionale. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue du Libéria, Richard Nagbekoun. Les deux hommes ont évoqué les relations fraternelle et de coopération qui lient leurs deux pays, ainsi que l'intérêt capital de la réunion des présidents des parlements de l'UFM qui a donc lieu ce dimanche. En outre, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a été chaleureusement accueilli à son arrivée par la communauté ivoirienne vivant au Libéria. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. On se rend donc du Libéria de Monrovia, on se rend à Alger, en Algérie, où la Côte d'Ivoire était représentée par son ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, à la 44e Assemblée Générale de Shelter Afrique, une assemblée générale dédiée à la promotion du logement durable en Afrique. Bruno Nabagné-Koné a fait connaître ses propositions pour développer l'industrie locale des matériaux de construction. Le récit de Sephora Zegui. C'est depuis Alger, lors de la 44e Assemblée Générale annuelle de Shelter Afrique, que Bruno Nabagné-Koné a porté la voix de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement a présenté 4 propositions clés pour transformer l'avenir du logement en Afrique. L'objectif est clair, industrialiser les matériaux de construction locaux et bâtir une souveraineté industrielle continentale. La Côte d'Ivoire, en terminant, propose 4 pistes d'action concrètes. 1. La création d'une plateforme panafricaine de certification des matériaux de construction locaux. Deuxièmement, la promotion d'un marché régional des matériaux locaux de construction. Troisièmement, le renforcement du Fonds de solidarité africain. Et quatrièmement, la mise en place d'un réseau d'échange, d'expertise et de bonnes pratiques adaptées à nos contextes locaux. En matière d'initiatives d'industrialisation de matériaux locaux, la Côte d'Ivoire a engagé la dynamique ces dernières années. Matériaux locaux comme les blocs de terre stabilisés, incitations fiscales et transformation industrielle sont au cœur de sa stratégie. Un modèle que le ministre souhaite voir s'étendre à toute l'Afrique. Dans un contexte mondial marqué par la volatilité des marchés, il devient impératif pour nos États de construire des économies plus résilientes et véritablement autonomes en valorisant pleinement nos ressources et en capitalisant sur nos savoir-faire locaux. L'intégration des matériaux de construction locaux ne saurait être perçue comme une simple mesure de réduction des coûts. Elle constitue une véritable orientation structurante destinée à consolider notre souveraineté industrielle, à stimuler l'emploi local et à inscrire durablement nos programmes de logement dans une trajectoire de développement durable. Lors du second panel, le chef de la délégation ivoirienne a également présenté les grandes réformes engagées à Abidjan.
notamment un urbanisme repensé, un foncier sécurisé, soutenu par une gouvernance renforcée. À Alger, la Côte d'Ivoire a donc montré la voie du logement plus accessible, plus durable et plus africain. Il reste aux États à saisir cette dynamique. En marge des travaux, la délégation ivoirienne a eu une rencontre bilatérale avec Shetler Afrique. Au menu des échanges, l'augmentation de la contribution de la Côte d'Ivoire ainsi que le financement de plusieurs projets structurants dans les logements sociaux et la rénovation urbaine. Ici, à Abidjan, à l'école de gendarmerie de Cocody, 20 officiers stagiaires ont reçu leur parchemin après 6 mois de formation à la faveur de la clôture du 8e cours d'état-major de gendarmerie. Occasion pour le général de corps d'armée, Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, d'exhorter les récipiendaires à la culture de la rigueur et du professionnalisme. Malika Koulibaly. Ils sont 20 officiers stagiaires, dont 8 Ivoiriens. Ils sont issus du 8e cours d'état-major de la gendarmerie nationale. Leur formation a duré 6 mois. À l'issue, ils reçoivent leur parchemin des mains du général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, qui les a invités à faire preuve de rigueur, de responsabilité, d'exemplarité et de fidélité. Et ce pour demeurer des forces de sécurité, de défense et de stabilité nationale. Bon officier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de loyal, loyal pour votre pays. La stabilité de votre pays doit vous tenir à cœur et que les citoyens y soient en paix. Il faut être rigoureux, mais une rigueur intelligente. Cette session de formation, inspirée de la vision stratégique du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Apalo-Touré, vise à impulser dynamisme, professionnalisation et modernisation de la gendarmerie nationale. Le programme de formation a été riche, exigeant et structuré autour de 3 axes fondamentaux, à savoir les connaissances générales, les savoir-faire tactiques et les compétences spécifiques à la gendarmerie. Nous avons été initiés à la culture de la rigueur intellectuelle et au renforcement de nos capacités rédactionnelles. L'accent a été mis sur l'importance du détail, de l'anticipation et du retour d'expérience en tant que levier de professionnalisation et d'amélioration continue. Le 8e cours d'état-major de gendarmerie a débuté le 20 janvier dernier à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Outre la participation des 8 Ivoiriens, 4 Gabonais, 2 Guinéens, 2 Centrafricains, 2 Camerounais, 1 Congolais et 1 Sénégalais ont pris part à cette session de formation. Et loin des parvis de l'école de gendarmerie d'Abidjan-Cocody, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sensibilise sur l'incivisme numérique et rappelle à ceux qui ne le savent pas que la loi s'applique aussi en ligne. Les mauvais comportements enregistrés sur Internet à l'origine de cette action de sensibilisation, c'était à l'occasion de la tribune d'information dénommée Tout savoir du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Reportage Didier Nguessan. Avec 12 100 plaintes enregistrées en 2024, 338 interpellations, dont 187 personnes déférées et un préjudice estimé à plus de 6 milliards de francs CFA, l'incivisme numérique demeure un fléau pour la sécurité en ligne. C'est dans ce contexte que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, est intervenue à la tribune Tout savoir sur, une initiative du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, pour alerter sur les dérives du numérique. L'ANSSI a en son sein des centres techniques qui sont tous engagés dans la lutte contre la cybercriminalité. Mais la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, est la plus connue. L'agence déplore la multiplication des comportements à risque, notamment les propos haineux, les fausses informations ou encore le chantage en ligne et les usurpations d'identité sur les réseaux sociaux. Des infractions souvent minimisées mais punies par la loi. Est puni de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 1 million à 5 millions de francs CFA d'amende le fait pour toute personne de communiquer ou de divulguer par le biais d'un système d'information une fausse information. L'invité du CICG encourage un usage responsable d'Internet. L'ANSSI a enregistré une diminution des préjudices financiers qui s'élève à environ 9 milliards de francs CFA en 2023 contre 6 milliards de francs CFA
en 2024. Madame, Monsieur, nous sommes encore en saison pluvieuse et quand il pleut, on se pose beaucoup de questions. Quelles sont les actions posées par l'État pour faire face aux inondations récurrentes, aux caniveaux obstrués? En termes de planification urbaine, quels sont les projets en cours et surtout comment rendre durable l'accès à ces services essentiels? Pour répondre à toutes ces questions, Hamza Diaby a reçu à 13h le directeur général de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Djaramadou Yaopol, dans le cadre du magazine du dimanche. Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien. À partir du dernier plan qui concerne donc 2020 à 2025, un engagement fort a été pris au niveau de l'État de sorte à permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre les objectifs de développement durable concernant l'eau potable et l'assainissement. Sur cette base, le ministère a fait élaborer et adopter un document de stratégie nationale intégrée eau potable et assainissement chiffré et qui nous permet de pouvoir connaître déjà tous les éléments qu'il faut y mettre, de sorte à atteindre ces objectifs-là de développement durable d'ici 25 ans, disons 2050. D'abord, il s'agit des ouvrages de drainage qui est de type secondaire et tertiaire. Ce sont des caniveaux, des dallots et des canaux qui longent la plupart de nos grandes artères. Les artères, ce sont les voies de desserte. Et donc, en l'occurrence, au niveau d'Abidjan, nous avons les 13 communes d'Abidjan, du Grand Abidjan, qui sont concernées. Nous avons également, à l'intérieur du pays, les 4 grandes villes qui ont abrité les compétitions de la CAN 2023. Il s'agit de San Pedro, de Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Ce qu'on constate, c'est l'incivisme de la population. Ensuite, comment travailler dans un délai assez court, qui est de 3 mois, pour pouvoir réaliser le curage du linéaire que je viens d'indiquer, et ensuite comment faire en sorte qu'on puisse rapidement, dans le même délai, évacuer les produits de curage. C'est une trentaine d'entreprises qui ont été mobilisées avec des équipements liés et qui sont donc adaptés au curage manuel comme au curage mécanique. Et on parle de formation à présent, après avoir pris part à la 3e édition du programme de certification des administrateurs des sociétés publiques. 146 représentants de l'État dans les entreprises à capitaux publics ont reçu leur diplôme de fin de formation. Une formation au cours de laquelle des sujets comme la stratégie d'entreprise, la lutte pour la transparence, la promotion de l'éthique ont été donc abordés. L'objectif affiché, améliorer la gouvernance des sociétés publiques en vue de les rendre compétitives. Lancina Bakayoko. Sur les 191 administrateurs représentant l'État dans les entreprises publiques attendues, 146 ont effectivement suivi ce programme de formation qui a débouché sur la remise de parchemin sur lequel est inscrit la mention certificat des administrateurs des sociétés publiques. Cette 3e édition du programme KSP a couvert 3 modules fondamentaux, à savoir la gouvernance d'entreprise, la gouvernance économique et financière, la stratégie d'entreprise et la responsabilité sociétale et environnementale. Cette certification place les auditeurs au rang des acteurs de premier plan de la nouvelle orientation de la gouvernance publique impulsée par le président Alassane Ouattara. À ce titre, vous êtes appelés à être des relais de cette vision, mais aussi des veilleurs, des conseillers avisés, des ambassadeurs de l'intérêt général dans chacun des actes de gestion et de contrôle stratégique que vous poserez. À l'heure où les attentes des citoyens en matière de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes sont de plus en plus pressantes, les entreprises publiques n'ont d'autre choix que d'évoluer, de se réinventer et de se professionnaliser davantage. L'État, en tant qu'actionnaire, continuera de jouer pleinement son rôle en renforçant les mécanismes de supervision stratégique, mais également en accompagnant les entreprises dans leur transformation. En 2025, le portefeuille de l'État compte 87 entreprises publiques. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a de grandes ambitions pour les apprenants de ces filières. En plus de parler français, ce serait un plus pour tout apprenant de parler aussi couramment l'anglais. Dans cette vision, depuis quelques années, de jeunes apprenants effectuent des voyages d'immersion au Ghana. Les prochains sur la liste, 102 au total, avant leur voyage, ont reçu leur kit des mains du ministre Kofi Nguessan. Reportage signé Didier Nguessan.
Un voyage d'immersion pour 102 apprenants au Ghana. C'est l'œuvre du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Sont concernés par ce voyage d'un mois en terre ghanéenne les 15 premiers des lycées professionnels, hôteliers, boulangerie, pâtisserie et quelques pensionnaires des classes préparatoires technologiques sciences industrielles TSI du lycée technique d'Abidjan. Je suis heureux de cette opportunité qui nous a été offerte, car cette opportunité nous permettra de nous améliorer dans notre anglais. Je suis ravie d'avoir été sélectionnée parmi tant d'élèves en Côte d'Ivoire pour le voyage d'immersion au Ghana. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre Kofi Nguessan situe l'enjeu de ce voyage. Dans notre système de formation, la langue anglaise est vraiment importante parce que ceux qui seront réceptionnistes dans les hôtels, ceux qui vont travailler dans certains secteurs ont besoin de maîtriser la langue anglaise. Donc, avec mes collaborateurs, nous organisons chaque année, lorsque les cours sont terminés ici dans nos lycées et collèges, on envoie une partie des élèves au Ghana pour apprendre l'anglais, pour apprendre d'autres cultures, afin de revenir vraiment avec des capacités importantes. Le retour pour ces apprenants qui séjourneront à Accra est prévu pour le 18 août 2025. Voilà, parler plusieurs langues, c'est aussi important pour s'ouvrir au monde. Madame, monsieur, le reportage qui va suivre nous raconte l'histoire d'une autodidacte. Son nom, Béré Madeleine Fatim. Depuis son petit atelier situé dans le quartier des Deux Plateaux, Fatim vit sa passion, confectionner à la main des sacs ornés de perles au gré de son inspiration. Une passion pour la créativité aujourd'hui transformée en véritable activité. Une de nos équipes de reportage, composée de Marina Mansan et Sephora Zegui, est allée à la découverte de la jeune créatrice âgée de 26 ans. Reportage. Elle n'a que 26 ans, mais ses doigts racontent déjà des histoires. Des histoires faites de perles, de patience et de passion. Dans ce petit atelier aux Deux Plateaux, Fatim donne vie à des sacs entièrement conçus à la main. Chaque jour, elle assemble ses créations, un travail artisanal devenu aujourd'hui bien plus qu'un simple passe-temps. À la base, je suis plutôt habile des mains et c'est un business qui m'a attirée quand je me baladais tranquillement sur Pinterest. Je cherchais une activité créatrice de revenus. Du coup, j'ai pensé aux perles. Quand j'ai vu une image de sac en perles, ça a tout de suite attiré mon attention et j'ai commencé à faire des recherches dessus. Donc c'est de là que tout est parti. Je me suis auto-formée grâce à des vidéos, des tutos que j'ai trouvés sur YouTube. Autodidacte, la jeune femme a développé son propre style. À la fois créatrice et entrepreneur, tout passe par elle, la conception et la communication. Depuis son téléphone, elle reçoit des commandes venant de plusieurs pays. Quand traversez la route, venez de l'autre côté de la route, en face de la pharmacie. Il faut savoir que c'est une perfectionniste, une dame qui joue vraiment sur les détails. Elle aime que tout soit fait à la perfection. Souvent, je m'étonne de voir au moins 5-6 commandes le même jour et elle arrive à travailler durant toute la nuit pour que ces commandes-là puissent être livrées le lendemain. La durée de fabrication d'un sac de manière générale va prendre entre 1 heure, 5 heures ou 3 jours en fonction du modèle, de la taille du modèle aussi. Il y a des modèles qui sont déjà définis. Donc quand la cliente m'écrit, elle m'envoie un message, elle me dit je veux tel modèle dans telle couleur. Comme je l'ai dit, c'est personnalisé. Du coup, on confectionne selon ce qu'elle veut. Consciente de la valeur de son savoir-faire, elle partage aujourd'hui ses compétences avec d'autres jeunes femmes. Une manière pour elle de transmettre sa vision. Je connais Lulu Création, ça fait 2 ans. Je l'ai connue sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup les sacs en pelle. Donc c'est comme ça que je l'ai contactée sur les réseaux et puis j'ai commencé à acheter des sacs avec elle. Au-delà de ses créations, Fatim façonne ses rêves. Je pense que par la grâce de Dieu, j'irai à d'autres niveaux, je vais atteindre d'autres dimensions, comme on le dit. Et d'être le leader sur le marché artisanal. Des perles, des idées et une bonne dose de détermination, Fatim transforme le simple en beau et le beau en espoir. Voilà, plein succès à Fatim dans ses entreprises. Une délégation de l'autorité du bassin du Niger vient d'achever une série de visites sur des projets agricoles dans les régions du Folon et du Kabadougou. L'objectif de cette mission est de s'assurer de la bonne exécution des projets initiés et faire des recommandations. La tournée a eu pour point de chute la station hydrométrique de Iradougou, village situé dans le département d'Odiéné. Reportage de Siekwasi.
Nous sommes à Iradougou, dans le département d'Odiéné, portion du bassin du fleuve Niger. Une mission de l'autorité du bassin du Niger vient constater la remise en état de cette station hydrométrique. Grâce à un financement du Fonds de l'environnement mondial, le FEM, le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique, le PIDAC composante Côte d'Ivoire, vient d'achever les travaux de réhabilitation de cette station. Il est désormais possible de relever le niveau de pluviométrie et alerter les populations et les autorités administratives, notamment sur les inondations liées à la montée des eaux du fleuve Kouroukele, situé à quelques encablures du village Iradougou. L'alerte peut venir la nuit. Donc la nuit, tout le monde est en train de dormir et donc lui peut transmettre le message automatiquement pour que on puisse informer au moins la population pour dire attention, le niveau de l'eau atteint sa cote d'alerte. On prend les dispositions de façon rapide. Désormais à Iradougou, la peur qui troublait le sommeil des populations du fait de la montée des eaux est loin des familles. L'eau déborde trop, jusqu'à près du village comme ça. Si ça a bouffé l'élément 700, ça c'est que c'est presque arrivé au village. Ça tue les animaux. Avant Iradougou, la mission s'est rendue successivement à Tiefinzo, Kimbrilano et Nagina à la rencontre des femmes sur des parcelles de maraîchers, une ferme en construction et un site de production de compost bio pour l'enrichissement des sols et la protection de l'environnement. Je suis contente parce que de la manière que nous travaillons, depuis le patron est venu, nous a donné des conseils. Donc on a retenu des choses, donc on peut prendre ces paroles-là pour avancer notre travail. L'avènement du PIDAC les a facilité ce rassemblement-là et que ça a amené la cohésion entre les femmes dans le village. La mission s'achève à Odiéné, chef-lieu de région du Kabadougou, par la remise de semences améliorées de riz à des bénéficiaires du PIDAC. Les deux parties, la Côte d'Ivoire et l'autorité du bassin du Niger, sont satisfaites du bilan à mi-parcours du PIDAC dans le Folon et le Kabadougou. Je me réjouis de l'implantation de cette station qui va permettre de voir la fréquence de pluie et surtout la quantité de pluie qui tombe par an dans nos localités. Parce que c'est l'élément moteur pour le développement d'une agriculture intensive. Nous avons vu des femmes, des hommes, des jeunes mobilisés, qui ont internalisé les différents itinéraires techniques qui leur ont enseigné et qui ont témoigné déjà du début d'impact, du début de changement que ça apporte dans leur quotidien. Donc nous partons véritablement rassurés. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique, le PIDAC, achève ses travaux en Côte d'Ivoire en 2027. Il est financé par la BAD et ses partenaires. Reportage signé Siekwasi, présidentielle 2025. Les jeunes du département d'Abbeville, précisément de Séchy, s'activent pour des élections apaisées à travers l'Alliance des jeunes des districts et des régions de Côte d'Ivoire, mouvement apolitique et à but non lucratif. Ils viennent de lancer une campagne nationale de sensibilisation à la paix, un événement placé sous le patronage du ministre de la Santé, Pierre Ngou-Demba. Donc Pierre Ngou-Demba qui, rappelons-le, est le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Reportage signé Souleymane Donissango. Séchy, dans le département d'Abbeville, accueille le lancement d'une campagne pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Initiée par l'Alliance des jeunes des districts et régions de Côte d'Ivoire, AJDRCI, cette démarche vise à sensibiliser les jeunes et les différentes communautés sur la nécessité d'élections présidentielles apaisées et inclusives en octobre 2025. Nous avons décidé de sensibiliser nos frères afin de pouvoir prôner la paix, l'amour, la cohésion sociale. Un thème qui est très riche, un thème qui tient à cœur le président de la République. Un rendez-vous qui a eu pour invité spécial Sinali Dosso, promoteur et acteur de la culture du manioc dans le district de Woroba. Je pense que la jeunesse est là occupée. Au fait, elle n'est pas sensible à un recrutement quelconque. Le recrutement peut venir des djihadistes, le recrutement peut venir de... En tout cas, tout ce qui est flot négatif pour la société, le recrutement peut venir de là. Donc une jeunesse occupée à faire du manioc, cette jeunesse-là ne va jamais s'amuser à dire qu'elle sera recrutée pour aller faire des palabres post-électoraux. Un engagement partagé aussi bien par les jeunes, les femmes que les autorités préfectorales. La venue de cette association qui ne prône la paix et la cohésion sociale, c'est un gage pour tout un Ivoirien. C'est un gage pour tous ceux qui prônent la paix. C'est un gage pour ceux qui aspirent à la paix, à faire en sorte que l'union, l'entente, l'amour là, puissent naître en nous pour que ce soit notre prochaine religion. Les membres de l'Alliance des jeunes des districts et régions de Côte d'Ivoire ont animé un meeting avec pour message clé la préservation de la paix
et le renforcement de la cohésion sociale. Notons également que plusieurs jeunes femmes et chefs traditionnels étaient réunis à la rue Le Pic à l'invitation de l'Union pour la continuité, en abrégé UPC. À l'occasion, plusieurs panélistes cadres du RHDP se sont exprimés sur le renforcement de la cohésion sociale à l'approche du scrutin présidentiel. Reportage de Didier Nguessan. Comment préserver la cohésion sociale face aux enjeux politiques? L'Union pour la continuité UPC suscite la réflexion à ce café politique. Les panélistes Fanny Karim, Kokoran Zimbena et Kalilou Koulibaly ont entretenu l'auditoire sur la nécessité pour les partis politiques de promouvoir le dialogue et pour les populations de renforcer le vivre ensemble. L'Union pour la continuité est un mouvement politique qui accompagne les actions du RHDP. Ce café politique est aussi l'occasion de dire qui nous sommes. L'Union pour la continuité est un mouvement politique né de la volonté de jeunes cadres ivoiriens issus de divers horizons qui ont pris conscience d'une chose essentielle. Il ne suffit pas d'admirer le progrès du RHDP, il faut aussi les accompagner. Mais les accompagner avec plus de clarté, plus de dynamisme et plus de proximité avec la population. Pour Malik Fadiga, parrain de la cérémonie, la diversité culturelle, politique et ethnique de la Côte d'Ivoire constitue non pas des facteurs de division, mais plutôt des richesses. Il exhorte ses filleuls à travailler chacun à son échelle pour consolider la paix. Alors que la Côte d'Ivoire se dirige vers des échéances électorales de 2025, il est plus que jamais important de renforcer les dynamiques positives qui animent notre société. Nous avons collectivement tiré des leçons du passé et les progrès réalisés ces dernières années en matière de gouvernance, de réconciliation et de dialogue social méritant d'être consolidés et prolongés. Ce café politique, qui se veut intergénérationnel, a mobilisé un grand monde à la rue Le Pic. Il vise à mieux aborder l'élection présidentielle en vue de conserver les acquis démocratiques et infrastructurels de ces dernières années. À suivre à présent le 7 sur 7, le tour de l'actualité internationale qui aura marqué cette semaine. Le président américain Donald Trump a donné à la Russie 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine, une menace soutenue par la promesse de sanctions et par l'envoi d'armes à l'Ukraine. Il a fait cette annonce après une réunion dans le bureau ovale avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. L'armée israélienne a frappé des cibles du gouvernement syrien à Soueida, ville à majorité druze au sud de la Syrie. Une intervention qui fait suite à l'entrée des forces gouvernementales syriennes dans la ville, dans le but de stabiliser la ville après 2 jours d'affrontements entre combattants druzes et bédouins, ayant fait une centaine de morts. Malgré l'ultimatum de Donald Trump, l'armée russe a continué ses bombardements sur l'Ukraine. Les explosions ont détruit des bâtiments d'habitation et des magasins dont les vitres ont été soufflées. On enregistre également 22 personnes tuées dans la ville de Dobropilia. Le camp GL et l'escale aéronautique militaire ont été restitués à l'État sénégalais. Anciennement composé de 350 militaires, les forces françaises au Sénégal avaient pour mission principale de conduire les activités de partenariat militaire opérationnel avec les forces armées sénégalaises. Ce départ fait suite à d'autres retraits en Afrique de l'Ouest avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et en Afrique du Centre, notamment au Tchad et au Gabon. Accusé par la justice d'inciter à des actes hostiles contre le Brésil, Jair Bolsonaro, ancien président du pays, tombé en disgrâce avec le pouvoir actuel, a été contraint de porter son bracelet électronique. Il est actuellement jugé pour tentative de coup d'État contre le président Lula da Silva. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe rebelle M23 ont signé une déclaration de principe à Doha, au Qatar.
Ce premier pas qui intervient après 3 mois de pourparlers devrait conduire à un accord de paix durable dans l'est du pays. 41 sur 125 sièges qui étaient à renouveler lors du vote de ce dimanche. C'est le résultat de la coalition gouvernementale au Japon. Un réveil cuisant dans un contexte d'inflation et de montée du parti d'extrême droite Sensei Ito. Le 7/7 présenté par Didier Nguesso. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.